Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel avis lecture. Je vais vous parler en tout de 4 romans et de 3 graphiques. Et les 4 romans rentrent donc dans mon défi de pile à lire de l'été, donc le challenge Paye ton slip, organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Allez, on commence tout de suite avec le premier roman que j'ai lu récemment. Il s'agit de The Sun Sister de Lucinda Riley, qui est donc le tome 6 dans la saga des 7 sœurs. Ici, on va suivre Electra, qui est la 6e des sœurs d'Apliez. Là, on va se pencher sur son histoire et sur son passé. Donc, il s'agit d'une mannequin extrêmement célèbre, extrêmement talentueuse et très recherchée. Sauf qu'elle a un gros problème d'addiction à la drogue et l'alcool, et avec la mort de leur père, donc pas Salt. Tout ça, ça va la rattraper et la dépasser, et on se retrouve au début, elle va rapidement faire une overdose et elle va être envoyée dans une cure de désintox dans le sud des États-Unis. Et on va également rencontrer une femme qui affirme être sa grand-mère, et on va au fur et à mesure en apprendre un peu plus sur les origines d'Electra. Donc je vous en dis pas plus là-dessus, simplement sachez que dans ce roman, on oscille donc entre New York de nos jours, vu que c'est là où habite Electra, mais surtout le Kenya dans les années fin des années 30 et les années 40 avec Cecily, qui serait éventuellement donc connectée ou reliée à Electra. Cecily, elle s'est retrouvée au Kenya, c'est l'héritière d'une grande famille bourgeoise new-yorkaise, mais qui, suite à des événements liés à 2 hommes dans sa vie, a décidé de fuir New York et ensuite fuir l'Europe pour un petit peu faire le point au Kenya, se recentrer, et elle va finir par rester là-bas, vous verrez pourquoi. Je vous en dis pas plus. Pour ce qui est de mon avis, Electra, pour moi, c'était pas gagné d'avance, parce que ce qu'on voyait dans les tomes d'avant, elle avait l'air vraiment agaçante, limite exaspérante par certaines de ses réactions. Et effectivement, ça n'a pas été ma sœur préférée. Ma sœur préférée, ça restera Star. Mais je me suis quand même beaucoup attachée à Electra. Et comme toujours, je me suis encore plus attachée à l'histoire qui se passe dans le passé, donc à Cecily, et à son histoire qui se passe au Kenya. C'était très touchant, toujours très bien écrit, on y aborde des thèmes très importants, vu qu'on oscille entre les années 40 au Kenya et nos jours, on a quand même la question du racisme qui se pose, c'est un des thèmes centraux du bouquin. Évidemment, à travers le personnage d'Electra, on aborde la question des addictions. On aborde plein de choses dans ce roman, c'était vraiment très chouette. Il me reste donc plus que le tome 7, La sœur disparue, The Missing Sister, pour comprendre un petit peu peut-être la clé du mystère des 7 sœurs et de la famille d'Apliez. Et ensuite, donc malheureusement, si vous ne le savez pas, Lucinda Riley est décédée juste après la publication du tome 7, mais la maison d'édition a annoncé que son fils allait reprendre le flambeau, qu'il avait commencé à travailler dessus avec sa maman avant, et qu'il allait publier éventuellement l'année prochaine le tome 8, qui sera le point final de cette saga. C'est vraiment une saga historique très accessible. Maintenant, une chose que j'avais remarqué dans les tomes précédents et qui se confirme avec ce tome-ci, c'est que pour moi, en tout cas, Lucinda Riley écrit mieux notamment ses personnages dans le passé. Je trouve toujours que quand on est dans les parties qui se passent de nos jours, les personnages parlent de manière un petit peu pas guindée, mais en tout cas pas très moderne parfois, tandis que dans le passé, son écriture est sublime. C'est vraiment, on s'y croirait. Elle dépeint vraiment bien les ambiances des années 30-40, vu que c'est là qu'en général se passent ces intrigues. N'hésitez pas, foncez, c'est vraiment une de mes sagas chouchou, mais ça je pense que vous commencerez à le savoir. Allez, on enchaîne. Deuxième lecture que j'ai faite récemment, et ça ne sera pas une surprise si vous avez regardé mes dernières vidéos. Il s'agit de The Windsor Knot de S.J. Bennett. On est sur ici un cozy mystery avec en détective, en enquêtrice, la reine. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman? La reine organise une réception à Windsor, et pour divertir les invités, il y a un pianiste russe qui a été convié à la réception. Et le lendemain, grande surprise, ce pianiste est retrouvé mort dans sa chambre. C'est un peu glauque, je vous dis pas exactement comment il est mort. Sachez simplement que, comme le laisse sous-entendre la couverture, il s'agit de pendaison. Et je vous en dis pas plus, ça fait partie du mystère. Et en fait, la reine va être bouleversée parce que ça s'est littéralement passé
chez elle, sous son toit, elle est très touchée, elle comprend pas ce qu'elle a pu rater. Est-ce que quelqu'un parmi son personnel l'a trahi? Est-ce que quelqu'un s'est infiltré à Windsor? Est-ce que c'était un suicide? On ne sait pas. Voilà. Et donc elle décide d'enquêter et on va apprendre rapidement qu'en fait c'est quelque chose qu'elle fait depuis son adolescence, qu'elle aime beaucoup résoudre les mystères, mais en sous-main. C'est-à-dire que quand elle résout un mystère, elle ne va pas s'en vanter. En fait, elle laisse un petit peu comme le petit pousset des miettes à la police pour les guider quand elle trouve qu'ils partent dans la mauvaise direction afin de les remettre sur le droit chemin. Et c'est ce qu'elle va faire là, et elle va s'adjoindre l'aide de sa nouvelle assistante, Rosie. Rosie qui a aussi la particularité d'être la première femme noire à travailler pour la reine à un poste si haut placé. Donc elle va aider directement la reine, elles vont beaucoup échanger. Je vous en dis pas plus pour l'histoire, c'était vraiment très chouette. Le mystère en lui-même, c'était pas non plus quelque chose de fantastique. Mais ce qui fait la force de ce roman pour moi, c'est le travail que l'autrice a fait pour s'attacher à rendre ses personnages le plus crédibles possible. Bien sûr, et ça nous est rappelé 2 fois, c'est une œuvre de fiction, ce n'est absolument pas basé sur des faits réels, mais l'autrice a fait un réel travail pour rendre ça le plus cohérent et le plus crédible possible, notamment dans la façon dont elle a dépeint les personnages. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a dépeint Philippe. Et il y a aussi énormément de respect pour la reine, ça se sent réellement, on sent qu'elle a peut-être même de la tendresse pour la reine, c'est vraiment très bien fait. Il y a quelques pics lancés ça et là, notamment à Charles et à Camilla, c'était très drôle. Mais au niveau de la reine, il y a eu un effort de rester cohérent avec l'image qu'on a de la reine, que ça soit dans les médias, dans les biographies, etc. Mais ce qui découle de ça, et ça si vous avez vu ma vidéo sur le Cozy Mystery, vous saurez de quoi je parle, c'est que c'est pas forcément très accessible, et surtout pas pour les débutants en anglais. Donc il a été traduit sous le titre de Un bal tragique à Windsor, donc si vous débutez en anglais, ça peut être une bonne solution parce que notamment quand la reine parle, il y a des tournures qu'on n'utilise pas de manière courante, ou en tout cas moi pas, c'est pas forcément mon milieu, donc je parle pas comme ça. Par exemple, quand je parle de moi, je ne dis pas one, je dis I. Donc one c'est l'équivalent très formel, voire un peu désuet de on en anglais, mais utilisé notamment dans le contexte de la royauté. Donc voilà, si vous débutez en anglais, c'est pas forcément ce qui vous aidera, ça risque même un peu de vous rebuter sur certaines tournures. Mais voilà, si vous pouvez vous le procurer, écoutez, c'est très très cool. Foncez, une très très bonne lecture d'été. On continue avec une lecture qui, là, par contre, m'a posé problème dans le sens où j'ai mis 8 jours à la lire alors qu'elle fait moins de 450 pages. Vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est pas du tout que c'était une mauvaise lecture, loin de là, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il s'agit de Victim 2117 de Jussi Adler-Olsen, qui est donc en français Victime 2117, exactement le même titre, et qui est l'enquête numéro 8 du département V, ou en anglais Department Q. Ce livre, j'avais très très envie de le lire parce que j'adore cette saga, j'adore Karl Mork, j'adore Assad, Rose, et j'aime aussi beaucoup Gordon. C'est une saga de thriller danois, si vous connaissez pas, dans lequel on suit une équipe qui est chargée d'enquêter sur les cold cases de la police de Copenhague. Karl Mork, c'est un petit peu un vieux de la vieille à la police. Un jour, il lui est arrivé quelque chose, et on a décidé, pas de le mettre au placard, mais en tout cas de le mettre dans une partie de la police où il serait un petit peu moins exposé aux problèmes de la vie quotidienne des policiers. Et donc on lui a confié ce département de cold case. Lui, au début, il voit ça comme une planque, il est très content parce qu'il a plus envie de se prendre la tête, et finalement ça va devenir l'un des départements qui fonctionne le mieux de la police de Copenhague. Je crois que je l'ai lu au mauvais moment. Je l'ai lu il y a 2 semaines ou 2 semaines et demie, et j'étais pas dans un très très bon mood de lecture, qui fait que ces 450 pages m'ont donc mis 8 jours, mais c'est pas du tout lié à l'histoire ni à la qualité du livre. Je le répète, ça reste une enquête du département V, c'est toujours aussi bon. Maintenant, par contre, si vous avez lu les tomes précédents, ne vous attendez pas à la même chose, on est sur un genre d'enquête très différent, vu qu'ici on est sur une enquête qui va toucher personnellement la vie d'Assad, qui est donc l'assistant de Karl. Ce qui va se passer, c'est que à Barcelone, on va retrouver le corps d'une vieille femme qui est identifiée comme venant de Syrie, et on va se rendre compte qu'elle ne s'est pas juste noyée, parce qu'on la retrouve sur la plage, elle ne s'est pas juste noyée, mais en fait elle a pris une balle dans la tête avant de tomber à la mer. Et en fait, ça va lancer tout un débat d'une part sur les migrants illégaux, mais surtout ça va lancer une enquête sur pourquoi cette femme est morte tuée d'une balle dans la tête. Et on va se rendre compte qu'en fait il y a un lien avec Assad.
Je vous en dis pas plus, sachez seulement que, comme je vous le dis, on n'est pas du tout sur le format d'enquête habituel, vu que d'une part, on est dans la vie personnelle d'Assad, mais aussi parce qu'on traite d'un thème que jusque-là, on n'avait pas abordé. On va parler de terrorisme notamment. Avec aussi, en parallèle, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui a beaucoup souffert dans sa vie du fait de la relation avec ses parents et qui s'est renfermé sur lui-même. On sent qu'il a des problèmes psychologiques et en fait il décide du jour au lendemain, il joue à un jeu vidéo ou il joue à un jeu de guerre et en fait il a décidé que le jour où il atteindrait le nombre 2117, de victoires dans ce jeu, il tuerait ses parents et il tuerait tous les gens qu'il croiserait dans la rue pour venger justement cette femme qu'on a retrouvée sur la plage parce que c'était la 2107e personne qu'on a retrouvée morte suite à un accident de bateau ou à une noyade dans le cadre de l'immigration illégale en Europe. Donc on suit en parallèle l'enquête qui concerne Assad et l'enquête qui concerne ce jeune garçon qui va annoncer à la police son projet et on essaye de comprendre où il est et pourquoi il veut faire ça. C'était vraiment très très chouette. Comme d'habitude, chez Jesse Adler-Olsen, c'est un petit peu lent à démarrer, c'est un petit peu... en fait, c'est à l'image de Karl Mork, c'est un petit peu plan-plan au début, voilà, on y va, mais alors on y va un peu à reculons, et puis d'un coup, ça pop, et on peut plus s'arrêter, et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans les 100 dernières pages, il me semble, là, pour le coup, la motivation, elle est revenue d'un coup, et je l'ai fini d'une traite, je l'ai plus posée avant d'être arrivée à la fin, mais c'était très très cool. On avance aussi dans les relations entre les personnages, notamment dans la vie personnelle, donc de Assad forcément, mais aussi dans la vie personnelle de Karl. Et ça laisse présumer de grands changements pour Karl dans les tomes suivants, que ça soit au niveau de sa vie personnelle ou alors de ce que je vous parlais au début, ce qui lui est arrivé avant d'être affecté au département V. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Si vous vous posez la question, ils peuvent se lire de manière indépendante dans le sens où chaque tome concerne un cold case qui se termine pour le département V, mais les relations entre les personnages et surtout leur backstory respective sont assez importantes et prennent une grande place, notamment à partir du tome 5 ou 6, je dirais. Donc à la limite, si vous avez avant le tome 5, il n'y a pas de problème, vous pourrez les lire de manière indépendante, mais après le tome 5, ça devient compliqué, vous allez rapidement sentir qu'il vous manque des morceaux du puzzle. Pour ce qui est de la lecture en anglais, ça se lit aussi bien dans les deux langues, c'est très très accessible, il n'y a pas de vocabulaire technique, par exemple de police scientifique, etc. Ça se lit très bien de ce point de vue-là. Si vous avez jamais tenté le département V, écoutez, foncez. Dernier roman avant de passer au graphique. Il s'agit de Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno Garcia. Si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans ma pile à lire de l'été en vous disant que je l'avais croisé en charity shop, que moi personnellement je l'avais eu dans ma wishlist il y a 1 ou 2 ans mais que je l'avais jamais acheté et que donc là en le voyant en charity shop, je l'avais pris en me disant tiens pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et écoutez, j'ai vraiment très très bien fait. Si je regarde là les 4 romans que je vous présente, je pense que celui-là ça a été ma meilleure lecture, c'était vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je sais même pas vous dire à quoi je m'attendais. Peut-être qu'au final, je m'attendais à rien. C'est peut-être ça, en fait, qui a fait que je l'ai tant aimé. Mais c'était vraiment hyper chouette. On est sur un tome unique et on va suivre ici Cassiopea, donc Cassiopée, qui vit au Mexique, dans la péninsule du Yucatan, dans les années 20. Et en fait, c'est un peu la Cendrillon chez elle, c'est-à-dire qu'elle est la descendante d'une famille noble du Mexique, sauf que c'est la descendante par sa mère, et sa mère avait épousé un indigène du Mexique, et ça avait été très très mal vu par son grand-père maternel, sauf qu'un jour son père est mort, et sa mère et elle se sont donc retrouvées forcées de revenir chez le grand-père et elles sont devenues un peu les esclaves de la famille, ou en tout cas elles sont considérées pas mieux que le reste du personnel de la maison. Et c'est en ça que c'est vraiment une Cendrillon, c'est un petit peu la Souillon à qui on donne tout à faire alors que elle est héritière de la famille au même titre que les autres descendants. En particulier, elle a une très mauvaise relation avec son grand-père qui est tyran de la famille et son cousin Martin, qui est un peu le mini-tyran et qui sera l'héritier mâle de la fortune du grand-père. En fait, un jour, il va y avoir un incident avec Martin, et pour la punir, son grand-père va la priver d'une sortie qui pourtant lui avait été autorisée, même si elle est considérée comme servante.
Et donc pour se venger, elle va aller fouiller dans le bureau du grand-père et elle va ouvrir un coffre que tout le monde a l'interdiction d'ouvrir. Et là, c'est ce que nous dit le résumé, donc là vraiment je ne vous spoile rien. Elle va libérer le dieu, un des dieux mayas de la mort. Comment il s'appelle déjà? C'est un nom maya, donc évidemment je ne l'ai plus. Ukunkame, c'est ça, elle va libérer Ukunkame, je ne vous explique pas exactement pourquoi, et leurs destins vont se retrouver liés à jamais. Et il va lui demander de l'aider à retrouver son trône, parce qu'en fait il a été enfermé dans ce coffre par son frère, dont il était le rival, et il cherche à récupérer le trône qui pour lui revient de droit. Je vous en dis pas plus parce que c'est là que s'arrête le résumé. Pourquoi j'ai aimé cette lecture? Pour plein de raisons. Alors d'une part, il faut savoir que Silvia García Moreno, c'est une auteure canadienne, mais d'origine mexicaine, et elle a choisi ici d'écrire sur la mythologie mexicaine. C'est donc une autrice qui nous a fait un roman Own Voices, c'est-à-dire que elle a écrit sur sa propre culture, la mythologie de sa propre culture, et ça se ressent réellement que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Attention, je ne dis pas qu'il faut forcément être de telle ou telle culture pour pouvoir écrire sur la culture en question, mais là ça se ressent, on sent qu'il y a vraiment, qu'elle a mis beaucoup de travail, beaucoup de passion dans ce qu'elle a fait pour rendre hommage à la culture maya, parce que c'est ici de la mythologie maya qu'il est question. Et ensuite, pourquoi j'ai aimé ce roman? Eh bien, donc je vous ai dit le résumé, et en fait quand moi j'ai lu ce résumé, je me suis attendue à quelque chose d'assez classique en young adult, parce que oui j'ai oublié de le préciser, mais c'est un roman young adult. Et en fait, c'était à la fois beaucoup plus que ce que moi je pensais, et beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Donc c'était en ça que c'était une surprise. Il n'y a rien qui va vous surprendre si vous lisez beaucoup de fantasy ou de fantastique, parce qu'ici on est plutôt sur du fantastique. Mais à la fois, c'est quand même nouveau, c'est très rafraîchissant, c'est parfois touchant, émouvant, et assez profond. C'est profond en fait dans les réflexions qu'elle a mises en place, alors avec toutefois évidemment la remarque que c'est un tome unique qui fait moins de 400 pages, donc on peut pas non plus dire que c'est très profond, mais il y a des réflexions notamment sur le Mexique. Alors donc là on est dans les années 20, c'est-à-dire qu'on est 10 ans après la Révolution mexicaine. La Révolution mexicaine, pour ceux qui ne savent pas, c'était une révolution qui a mis fin à la dictature de Porfirio Díaz, qui était donc un dictateur qui, s'il avait amené beaucoup au Mexique en termes d'ouverture sur le monde, de connaissances scientifiques, etc., ne s'était pas du tout préoccupé du Mexique en interne, et ce qui avait conduit notamment à la crise agraire et aussi à la discrimination des indigènes. On est sur ce genre de réflexion, on est 10 ans après la fin de la dictature, et où est-ce qu'on en est en termes de discrimination envers les indigènes notamment. Donc c'est en toile de fond, c'est pas non plus une question centrale du roman, mais c'est évoqué et ça a son rôle. C'est très bien fait, est évoqué également forcément la place de la femme au Mexique dans les années 20. Alors je dis pas que la place de la femme en Amérique latine de nos jours c'est tout rose, c'est parfait, loin de là, mais dans les années 20 c'est encore plus prenant, parce que par exemple le fait qu'elle soit avec Ukunkame alors qu'elle n'est pas mariée, le fait qu'elle soit vue avec lui, simplement ça, c'est choquant, c'est un problème. On évoque aussi tout ce qui est question progrès technologique, le train, les voitures, etc. Mais surtout ce que ça veut dire le projet technologique, c'est-à-dire l'émancipation, notamment pour une femme comme Cassiopeia. C'était très chouette de ce point de vue-là, et enfin l'écriture, j'ai adoré. C'est peut-être ce que j'ai préféré dans ce roman, avec le fait que ça traite de mythologie, c'est l'écriture. Il y a certaines phrases, je suis pas du genre à mettre des post-it dans mes livres, mais pour certaines phrases, j'aurais dû avoir des post-it à côté de moi, parce que j'ai trouvé ces phrases très poétiques, très bien tournées. On dit souvent que dans le young adult, il y a beaucoup de clichés, et c'est vrai. Une phrase qui revient énormément en young adult et qui, moi, me fait lever les yeux au ciel et peut-être limite fermer le livre, c'est la phrase « Et alors elle relâcha le souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle était en train de retenir. » Oui, non, c'est bon, ça suffit. On l'a vu 15 fois ou 20 fois cette phrase dans les romans de young adult. Et bah, si vous cherchez de la bonne littérature young adult, du young adult bien écrit, foncez, c'était vraiment très beau. Il y avait des tournures que j'ai trouvées absolument magnifiques. Et ce qui s'est passé quand j'ai refermé ce livre, c'est que la première chose que j'ai faite, c'est... Alors bon, de 1, je suis allée lui mettre 5 sur 5 sur Goodreads, mais ensuite j'ai foncé regarder ce qu'avait fait l'autrice par ailleurs.
et j'ai mis, je crois, 3 de ses romans dans ma wishlist immédiatement. Elle a écrit notamment Mexican Gothic, donc qui fait référence au tableau American Gothic, et qui là se passe forcément au Mexique. Ça se passe dans les années 50 apparemment, et ça va être plutôt un roman noir. Surtout si vous avez des recommandations en fantasy qui parlent d'Amérique latine, écoutez, donnez-les-moi, je demande que ça. Moi j'en ai lu très peu, pourtant pour des raisons qui me sont propres, c'est un sujet qui me touche, et j'aimerais en lire plus. Mais j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup, ou en tout cas qu'on en ait beaucoup qui arrivent jusqu'à nous, donc s'il vous plaît, si vous avez des recommandations en termes de fantasy ou de fantastique inspirés de la mythologie sud-américaine, donnez-les-moi. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais lu, je crois que c'est Bruja, tout simplement le titre, donc Sorcière de Zorova Cordova, mais c'était sympa, mais sans plus. Ça faisait trop young adult classique, un peu trop romance simple pour moi, en tout cas, qui ai lu beaucoup de young adult, ça faisait un petit peu du réchauffé. Mais si vous avez d'autres références de fantasy ou de fantastique qui se passent en Amérique latine ou qui sont d'inspiration latine, s'il vous plaît, envoyez-les moi, je demande que ça. Après avoir lu ça, franchement, ça n'a pas été traduit malheureusement, et même dans le monde anglophone, j'ai pas l'impression que ça ait eu un retentissement fou. Mais si vous avez l'occasion, ou peut-être tout simplement vous le procurez en Kindle, foncez, c'était vraiment une excellente surprise. Allez, on passe au graphique. Donc j'en ai lu 3 ce mois-ci. Je vous parlais tout à l'heure de ma micro-panne de lecture que j'ai eue au moment de lire le Jussi Adler-Olsen. Et bah après ça, en fait, j'avais juste envie de lire du graphique pour me poser, reposer ma tête et pouvoir enchaîner ensuite sur d'autres lectures. Donc je vais vous parler des 3 graphiques que j'ai lus la semaine dernière. Pour commencer, un que vous avez vu récemment si vous avez regardé mes vlogs. Parce que oui, en fait, parfois dans les vlogs, je vous présente mes achats de livres. Et par contre, je les remettrai pas forcément en book haul. Donc si vous voulez voir tous mes achats et surtout voir de jolies images d'Écosse, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ces vlogs, c'est de vous montrer l'Écosse comme je la vis moi, et bah écoutez, n'hésitez pas, pour l'instant il y en a 3 sur la chaîne. Donc voilà, je vous laisse aller faire un tour si ça peut vous intéresser. Donc achat effectué à St. Andrews le mois dernier. Il s'agit de The Sad Ghost Club de Liz Maddings, avec le sous-titre Find Your Kindred Spirits, et qui est donc un jeu de mots, vu que spirit veut évidemment dire esprit, donc le rapport avec les fantômes, et Kindred Spirits ça veut dire les gens ou les âmes qui vous ressemblent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu de mots. On est ici sur un roman graphique destiné à la jeunesse, qui est édité par Hachette Children, et qui fait moins de 250 pages. Mais alors par contre niveau texte, c'est léger, hein. Il y a des pages où il n'y a pas de texte du tout, et quand il y en a, c'est vraiment très léger. Donc autant vous dire que je l'ai lu en 30 ou 40 minutes. J'ai quand même pris le temps de regarder les planches. Comme vous le voyez, c'est un style assez particulier qu'on ne voit pas forcément ailleurs. C'est donc du noir et blanc avec des dessins assez simples. Et comme vous le voyez par la couverture et la planche que je vous montre, on va ici suivre 2 fantômes. En fait, on va suivre un premier fantôme, je ne crois pas qu'on connaisse leur nom, ou en tout cas je les ai oubliés, c'est pas grave. On va suivre un premier fantôme qui est chez lui un samedi, et il a des devoirs à rendre pour le lundi. Sauf que ses parents le laissent pour le week-end et lui disent bah écoute, tu finis tes devoirs et puis après tu fais ce que tu veux de ton week-end. Et il est invité à une fête et il décide d'accepter, sauf que c'est quelqu'un qui a une anxiété sociale très forte, et c'est le débat intérieur, savoir est-ce qu'il va y aller ou pas, parce qu'il a accepté, donc il est obligé d'y aller, mais en même temps ça lui cause vraiment des grosses angoisses. Et il décide d'y aller quand même, il va à cette fête, et les autres personnages, je vais vous les montrer. Hop. Les autres personnages, comme vous le voyez, sont des humains, tout ce qu'il y a de plus banal, ma foi. C'est le seul à avoir cette apparence de fantôme, et en fait donc on comprend que cette apparence de fantôme, c'est la représentation de son anxiété. Et on le suit dans cette fête, il est clairement en souffrance, il comprend pas franchement pourquoi il est venu finalement, il se sent pas bien, il se sent pas à sa place, jusqu'au moment où il va croiser une petite fantomette. Je l'ai appelée fantomette parce que j'ai perdu son nom, je sais même plus si elle a un nom, que vous voyez là,
qui elle aussi est venue à la fête et qui est un peu dans la même situation que lui. Et donc ils vont décider d'aller se balader dans la forêt, s'asseoir sur un banc qui est en haut de la ville pour discuter et surtout échanger sur leurs angoisses. Je vous en dis pas plus parce que honnêtement il n'y a pas grand chose d'autre à en dire sans vous raconter l'intégralité de l'histoire. C'est très très court, c'était vraiment très doux. Maintenant, je m'attendais peut-être à quelque chose qui abordait le sujet avec un peu plus de profondeur, mais ça c'est parce que moi j'en attendais trop. On est, comme je vous l'ai dit, sur la maison d'édition Hachette Children, donc on vise clairement un public d'enfants ou de très jeunes ados. En fait, c'est un livre qui, à mon avis, pour montrer aux enfants qu'il faut parler. Il faut chercher de l'aide quand on est sujet à des crises d'angoisse ou à une anxiété sociale trop forte. C'est évoqué dans le graphique, hein, le fait de voir un professionnel. Et l'autrice a également créé une adresse mail auxquels les lecteurs peuvent s'adresser s'ils ont envie d'échanger de manière anonyme. Voilà, c'est un bon moyen, je trouve, peut-être avec les enfants en tout cas, d'ouvrir la parole, de leur montrer que c'est quelque chose de normal, d'acceptable, que ce n'est pas un problème. C'est quelque chose dont il faut parler et qu'on peut être aidé dans ce genre de situation. C'était très mignon, très touchant. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais écoutez, ça fait bien le job, comme je vous le dis, pour des enfants ou pour des jeunes ados, voilà. Vu que c'est Hachette, bah écoutez, ça sera peut-être traduit, hein, ils vont peut-être avoir les droits pour la France. Donc voilà, si ça vous plaît, bah, je vous invite soit à aller regarder en barre d'infos le lien que je vous mettrai, soit à suivre les publications pour voir s'il sera traduit plus tard. Ensuite, une BD et un petit graphique, pardon. Et là, je suis sûre que ça a été traduit. Là encore, si vous suivez mes vlogs, vous savez pourquoi je rigole quand je vous parle de ce titre. Et sinon, il me semble que je vous en ai parlé dans le tag de mon bilan de milieu d'année. Il s'agit de Hilda and the Troll de Luke Pearson, que j'ai ici chez Flying Eye Books. Donc je vous ai rabattu les oreilles avec celui-là, ça y est, c'est lu. Pour vous raconter de quoi il s'agit donc de Hilda, qui est une petite fille qui vit avec sa maman dans un trou un petit peu perdu. Et en fait, cette petite fille, elle adore aller dehors avec... regardez, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un croisement entre un renard et un cerf, et il est beaucoup trop mignon. Oui, il s'appelle Twig, donc bout de bois ou branchette ou brindille, pardon, en français, Twig, qui est trop mignon. Et donc elle adore aller dehors, elle adore passer du temps à explorer les environs, les montagnes, etc. Et en fait, un jour, elle va demander la permission à sa mère d'aller passer l'après-midi dehors pour aller faire des croquis de rochers. Et sauf qu'en fait, ce rocher, c'est un troll. Et je vous en dis pas plus, mais c'était très mignon, c'était vraiment très chou, drôle par moments. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la palette graphique et la palette de couleurs, qui fait un petit peu sépia par moments, un petit peu désaturé et avec des couleurs assez primaires. Voilà, c'était vraiment très cool. Ça se lit extrêmement rapidement, il n'y a pas énormément de texte. Et à la fin, si vous regardez, vous avez un extrait d'un manuel sur les trolls. J'ai trouvé ça très cool. Mais c'était vraiment très chouette. J'ai regardé ensuite le premier épisode de la série, donc, qui est sur Netflix, et qui est une adaptation très fidèle de ce premier tome, dans la mesure où c'est également Luke Pearson qui s'occupe de la série. Si vous avez envie d'une petite lecture, soit détente, doudou pour vous, soit à lire avec vos enfants, écoutez, c'était un chouette moment. Et puis Twig, il est vraiment beaucoup trop mignon. Et dernière chose, si vous regardez là, on les voit aussi beaucoup dans la série, c'est des espèces d'ours, mais volants, on dirait des ballons de baudruche en forme d'ours. À aucun moment c'est mentionné ni expliqué ce qu'ils sont ni ce qu'ils font là, mais je les ai trouvés beaucoup trop drôles. Voilà, donc vraiment juste pour le côté graphique, ça vaut le coup de tenter. Dernière lecture, il s'agit de La quête de Willan, le tome 2, Akiro, donc adapté de l'œuvre de Pierre Bottero par Lilian et Baldetti. C'est donc l'adaptation de la deuxième partie du premier tome de La quête des Willan. Si vous ne connaissez pas, je vous fais le pitch en 30 secondes, mais si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause et foncez trouver le premier tome.
On va suivre Camille qui vit dans notre monde, sauf qu'elle ne s'est jamais sentie bien adaptée à ce monde, elle ne s'entend pas avec ses parents adoptifs, elle ne s'est jamais entendue avec eux. Jusqu'au jour, elle va basculer dans un monde parallèle, Gwendalavir, et se rendre compte qu'en fait elle vient de cet autre monde et qu'elle a des pouvoirs. Son pouvoir, c'est de matérialiser avec son esprit ce qu'on appelle des dessins, c'est-à-dire d'imaginer dans sa tête des objets aux conséquences très réelles, et de les faire matérialiser en chair et en os, en 3D, voire même en 4D, dans la mesure où ils peuvent avoir des vraies conséquences, ils peuvent écraser des gens, ils peuvent, je sais pas, enflammer des choses, etc. Et donc, sauf que ce monde est en danger, et on suit les aventures de Ewilan et son meilleur ami Salim pour sauver ce monde. On est ici donc sur la deuxième partie du premier tome. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le premier tome pour pas vous spoiler. C'était une très bonne lecture. Le style graphique est pas forcément celui que je préfère. J'ai trouvé ça un petit peu dur sur certains traits. Mais par contre, la palette de couleurs est très sympa, parce que comme je vous le dis, vu que dans ce monde, le dessin a une importance, il m'a semblé que c'était important justement que la palette de couleurs soit à la hauteur, et c'est le cas. C'est vraiment très agréable à lire. Moi, c'est une saga qui me suit depuis mes 10 ans à peu près, et donc je suis très contente de pouvoir me les faire comme ça, par petites touches avec les BD. Il me reste le tome 3 dans la pile à lire, et ensuite, je crois qu'en tout, ils en ont fait 6 tomes pour la quête et les mondes d'Ewilan. Et ensuite, il faudra que je lise les Elana en BD, qui est donc la saga compagnon de la quête et des mondes d'Ewilan, qui traite un des personnages secondaires. Et bah écoutez, c'en est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir quelques titres. Si vous en avez déjà lu, et bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, s'il y en a un qui vous fait envie, venez me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Éventuellement à recommander cette chaîne à quelqu'un qui, selon vous, pourrait apprécier ce que je fais. Donc je vous dis à bientôt et ciao!